Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous évoquions la matrice BCG et la théorie qui était derrière la matrice BCG, la façon dont le concept avait été développé, les implications managériales et ainsi de suite. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'aller une étape plus loin dans la matrice BCG en vous montrant la façon dont cette notion peut s'appliquer à une entreprise qui existe dans la réalité. L'entreprise sur laquelle j'ai décidé de montrer comment les implications managériales, comment l'outil qu'est la matrice BCG peut être utilisé, c'est l'entreprise Microsoft. Alors Microsoft, c'est une entreprise fort connue. C'est une entreprise d'informatique fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. C'est le leader mondial dans le domaine des systèmes d'exploitation informatique. Je pense que toute personne qui a vécu sur Terre ces 20 dernières années a déjà entendu parler de Windows, Office, Word, PowerPoint, Excel. Donc, c'est une des entreprises les plus connues à l'échelle planétaire. Elle a un chiffre d'affaires de 77,85 milliards de dollars en 2013. C'est une des plus grosses capitalisations boursières à l'échelle américaine, mais à l'échelle de la planète de façon générale. Et au cours de ces dernières années, Microsoft a commencé à se diversifier, notamment dans le secteur du jeu vidéo et aussi de la téléphonie. On verra comment, d'ailleurs, cette diversification de produits de Microsoft peut être analysée à l'aune de la matrice BCG. D'abord, quelques informations sur l'environnement global dans lequel se retrouve Microsoft et les enjeux stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée. Alors, bien que Google, Microsoft et Apple soient des entreprises qui aient des produits qui sont différents, il y a aujourd'hui une grande bataille qui est en train de se livrer dans le domaine des technologies digitales pour savoir qui va contrôler finalement ces technologies, qui va contrôler ces outils technologiques. Google essaye de plus en plus d'investir dans la téléphonie avec les nouveaux téléphones portables, le système Android, le Google Glass. Apple, bien qu'ils aient souvent eu une politique hardware en vendant essentiellement du matériel, ils essaient aussi d'imposer leur software comme format, avec l'ouverture par exemple d'iTunes à des systèmes d'exploitation comme Windows. Microsoft, bien qu'ils aient eu eux une politique software pendant longtemps, aujourd'hui ils essayent aussi d'investir dans du hardware, c'est ce qu'ils font avec la Xbox, la console de jeux vidéo, mais aussi avec les téléphones portables et notamment le rachat de Nokia. Et donc, il y a une espèce de combat qui est en train de se développer, qui est en train d'avoir lieu, et ces technologies se développent. C'est-à-dire que maintenant, pour aller sur Internet, il ne faut plus nécessairement avoir un ordinateur, mais on peut accéder à Internet par le biais d'une télévision intelligente, par le biais d'une box, ce qu'on appelle les box, donc ces boîtes qu'on a chez soi, qui permettent d'avoir Internet, qui permettent d'avoir la télévision, qui permettent de jouer à des jeux. Et donc, il y a une espèce d'enjeu stratégique qui va arriver à s'imposer dans le quotidien, dans l'intimité des ménages, qui va pouvoir avoir cette espèce de monopole. Et il y a des acteurs comme Samsung, maintenant, qui sont aussi dans ce jeu. Il y a aussi Sony qui est dans cette espèce de combat des chefs qui est lié à la convergence de toutes ces technologies. Voilà un peu l'environnement concurrentiel dans lequel Microsoft se trouve. Et il y a là de nombreux enjeux stratégiques, parce que celui qui arrivera à s'imposer un peu sur les différents supports pourra à l'avenir dicter le tempo et avoir une position dominante. Si on analyse l'activité de Microsoft d'un point de vue BCG, on identifie assez vite la vache à lait de Microsoft. La vache à lait de Microsoft, c'est le système d'exploitation Windows. Bien, la part de marché relative au leader de Microsoft dans ce domaine, elle est énorme, puisque Microsoft est leader, et puis il n'y a pas véritablement d'opposition, si ce n'est peut-être chez Apple, mais alors là, ce sont sur des systèmes installés sur le hardware Apple,
Et encore aujourd'hui, sur les appareils Apple, on peut utiliser Windows. Donc la part de marché relative aux leaders est énorme dans ce cas-ci. Tellement grande que Microsoft a été condamné pour abus de position dominante, notamment en Europe. D'autre part, le taux de croissance du marché, il est relativement faible. Windows, c'est un produit qui a fait ses preuves, même si on le renouvelle, même s'il y a des petites évolutions, on n'est plus sur un changement, on n'est plus sur une innovation de rupture, on est sur un produit qui est stable. Donc c'est une vache à lait, c'est un produit qui rapporte énormément d'argent à Microsoft, argent que Microsoft va pouvoir investir ensuite dans d'autres domaines qui vont lui garantir son avenir. Et ça c'est important, parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la position de Microsoft est forte, elle est dominante, que ça veut dire qu'à l'avenir elle continuera à rester la même. Il faut être capable de prévoir l'avenir, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut être capable de se diversifier, de lancer de nouveaux produits qui, de périphériques, deviendront centraux dans l'avenir. L'exemple de Nokia est frappant. Eh bien, Nokia, au début des années 2000, c'était le leader du marché du GSM. Cette marque était très dominante et est arrivée à s'imposer. Qui aurait dit au début des années 2000 que Nokia en serait arrivé à la situation à laquelle ils sont arrivés aujourd'hui? Ce qui s'est passé, c'est que Nokia n'a pas vu l'arrivée des smartphones, n'a pas su s'adapter, n'a pas su voir l'arrivée de nouveaux produits, notamment de Apple, de BlackBerry d'abord et puis de Apple ensuite. Et donc, le fait de s'être reposé quelque part sur son succès d'antan fait que Nokia s'est retrouvé dans la difficulté. Difficulté telle qu'aujourd'hui, Nokia a été racheté par Microsoft. On ne sait pas encore si la marque continuera à exister, donc si Microsoft va exploiter la marque Nokia ou s'il va utiliser le savoir-faire Nokia pour développer des produits sous la marque Microsoft. Donc, il faut avoir cette capacité à prévoir l'avenir, à se diversifier et à investir dans des nouveaux produits. Alors, Nokia, c'est le mauvais exemple. Le bon exemple, c'est IBM. Tirez les leçons du passé. Eh bien, IBM, aujourd'hui, fabrique des ordinateurs. Qui sait encore que IBM fabriquait en fait à la base des machines à écrire? Pendant longtemps, IBM était dans un secteur d'activité très lucratif, qui était les machines à écrire, et ils avaient investi dans un produit qu'on pourrait qualifier de dilemme, c'est-à-dire un produit où il y avait une part de marché relative aux leaders faible, mais des perspectives d'avenir, des perspectives de taux de croissance très importantes qui étaient l'informatique. Et ce produit, qui était un espèce de pari, est devenu ensuite le produit central. Quand les machines à écrire ont commencé à disparaître, quand elles ont commencé justement à être remplacées par les ordinateurs, eh bien IBM avait déjà franchi le cap. Ils avaient anticipé l'évolution du marché. Donc c'est un peu le contre-exemple de Nokia, cette capacité à prévoir l'évolution du marché et à investir dans des produits dilemmes qui à un moment donné deviendront des produits vedettes et ensuite des vaches à lait. Alors comment ça s'illustre chez Microsoft? Alors Microsoft, il a cette vache à lait qui est Windows, qui est la suite Office, qu'il arrive à vendre sans trop d'efforts. C'est un marché qui n'est plus un marché en croissance, mais c'est un marché qui rapporte de l'argent. Cet argent peut être investi dans des projets novateurs. Alors voici le Zune. Le Zune, c'était censé être la réponse de Microsoft au BlackBerry et à l'iPhone. C'est un produit qui n'a pas fonctionné. C'est un produit qui a énormément eu de mal à se lancer, qui est d'ailleurs méconnu. À part les possesseurs, à part les gens qui travaillent chez Microsoft qui avaient d'office un Zune, il n'y a pas grand monde qui connaît ce produit. Aujourd'hui, Microsoft veut relancer la dynamique. Donc c'est pour ça, notamment, qu'ils ont racheté Nokia. Mais Microsoft peut se permettre ce genre d'expérience et d'échec industriel parce qu'ils ont un produit vache à lait, qu'est Windows, qu'est Office, qu'ils ont cet argent, ces liquidités, qui peuvent investir dans de nouveaux produits comme le produit Zune, qui va peut-être fonctionner, peut-être ne pas fonctionner. Pour le moment, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être qu'avec le rachat de Nokia, ils vont pouvoir faire évoluer leur business model et mieux appréhender le marché des smartphones. L'autre exemple de produit dilemme dans lequel Microsoft a investi, ce sont les consoles de jeux.
Alors les consoles de jeux vidéo sont importantes pour plusieurs raisons. Première raison, c'est un marché qui est en croissance. C'est devenu l'industrie culturelle numéro 1 devant le cinéma et la musique au cours des dernières années. Mais la console aujourd'hui, c'est devenu plus qu'une console de jeu. C'est une box qu'on va mettre dans son salon et qu'on va utiliser pour jouer, mais qu'on va aussi utiliser pour regarder des vidéos à la demande, pour aller sur Internet, pour regarder des programmes de télévision et ainsi de suite. Donc, pouvoir imposer sa console de jeux vidéo, c'est s'imposer dans le salon de tous les ménages dans les 10, 15, 20 ans à venir. Et c'est un enjeu stratégique majeur, notamment pour une entreprise comme Microsoft. Alors en 2001, Microsoft a investi dans la première Xbox et se retrouve sur un marché où il y a essentiellement des acteurs japonais, des acteurs historiques tels que Nintendo, et un acteur plus récent mais très puissant, Sony. Les premières années de la Xbox sont très mauvaises. En fait, la première Xbox n'a jamais été rentable. Et Microsoft a tenu bon, a investi énormément d'argent pour s'imposer dans un marché qu'il ne connaissait pas, racheter des licences, parce que ça fonctionne sous licence, se faire accepter par les joueurs et ainsi de suite. Ils pouvaient se permettre de faire ça parce qu'ils sont Microsoft et qu'ils ont ce trésor de guerre qui est l'argent rapporté par Windows. Toute autre entreprise n'aurait pas pu faire ça. C'est notamment le cas de Nintendo qui n'avait qu'un seul secteur d'activité, qui a dû revoir totalement sa politique et se différencier parce qu'il ne tenait pas la route dans un choc des titans, dans un choc de la technologie. Après la Xbox vient la Xbox 360, où là, au bout de 4 à 5 ans de cycle de développement, Microsoft a commencé à gagner de l'argent. Il n'a pas encore leader du marché, mais l'écart entre le leader historique du marché des jeux vidéo qui est Sony et Microsoft, qui est le challenger finalement, s'est réduit peu à peu et aujourd'hui, cette activité fait rentrer de l'argent, permet de gagner de l'argent, alors que par le passé, ce n'était pas le cas. Alors la troisième génération de consoles, la Xbox One, qui est un espèce de tout intégré, qui n'est plus simplement une console, mais vraiment un espèce de hub qu'on va utiliser pour plein d'applications différentes, eh bien voilà, c'est encore un produit dilemme, effectivement. On est sur un fort taux de croissance, on n'est pas encore dominant, mais on s'est rapproché fortement de Sony, on s'est rapproché fortement du leader de marché, et Nintendo joue un peu dans une cour différente maintenant, on a écarté un concurrent. Aujourd'hui, Microsoft pourrait décider de continuer à investir dans la section Xbox pour la développer et arriver à s'imposer. C'est aussi un enjeu stratégique, au-delà du fait de s'imposer comme leader du marché. C'est un enjeu stratégique parce que pouvoir imposer son format sur Xbox, c'est pouvoir aussi pour la suite imposer ses softwares sur les supports qui seront développés à l'avenir. Donc c'est un enjeu stratégique important. Mais Microsoft peut aussi décider de revendre la section Xbox, qui est une possibilité existante, puisque maintenant ils sont arrivés à la rendre rentable. Voilà un peu une façon dont la notion de matrice BCG peut être utilisée dans la réalité pour analyser le développement de l'activité de Microsoft et de l'industrie digitale de façon générale. Je vous invite à une troisième vidéo dans laquelle je vous parlerai de la façon dont on peut calculer la matrice BCG dans le cadre du jeu Markstrat et l'utiliser pour prendre des décisions par rapport à votre portefeuille de produits qui appartiennent à l'entreprise virtuelle que vous serez amené à gérer. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo pourra vous être utile.